Eh bien, en 1953, un couvre-feu va être... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Héraclès, la chaîne qui analyse et décrypte l'actualité sur un point de vue historique. Pour ce nouvel épisode, je souhaiterais vous parler de Kim Jong-un, le fameux dirigeant de la Corée du Nord, celui que Trump avait surnommé Rocketman. Mais avant d'entrer plus avant dans le récit, je vous rappelle que je viens de lancer un litchi pour réaliser un documentaire sur Napoléon. J'ai fait une vidéo qui reprend tous les détails du projet. Allez voir ce litchi, allez lui faire un petit don. Le but, c'est qu'on récolte 2500 € en un mois. Donc, je compte sur vous pour m'aider, pour me soutenir. Et donc, le lien est dans la description. C'est maintenant ou jamais. Je disais, Kim Jong-un, haï et décrié par la plupart de la communauté internationale, nous interroge tout de même. Notamment et surtout parce qu'on parle tout le temps du programme nucléaire nord-coréen. Pour autant, qui est réellement Kim Jong-un ? Pourquoi le programme nucléaire et depuis quand est-il si important pour la Corée du Nord ? Eh ben, l'histoire va nous éclairer. L'histoire va nous permettre de comprendre cette actualité, mais pas que l'histoire, la géopolitique également. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je serai accompagné par Orbis, qui est une chaîne de géopolitique et qui propose des sujets vraiment très intéressants. Il va intervenir au cours de l'épisode et je vous invite également à retrouver sa chaîne en cliquant dans le coin de l'écran ou bien en description, il y a le lien vers sa chaîne. Allez, on se retrouve juste après ça pour comprendre la Corée du Nord. Premièrement, d'où vient la Corée du Nord ? Eh oui, quand on regarde la carte de la péninsule coréenne, ce n'est pas instinctif que cette péninsule comporte deux pays au lieu d'un seul. Au début du XXe siècle, le Japon établit une sanguinaire colonisation pendant 40 ans sur la Corée. À la fin du second conflit mondial, l'armée japonaise recule devant l'armée rouge en Mandchourie. Elle s'empresse de donner l'indépendance à la Corée. C'est alors que les Américains débarquent dans le sud du pays et font la course avec les Soviétiques pour envahir toute la péninsule. Finalement, on place arbitrairement au 38e parallèle la limite entre les zones américaines et russes. Au sud, les Américains, au nord, les Cocos. Les Américains décident d'installer le gouvernement de Syngman Rhee au sud. Syngman Rhee est un Coréen anglophone dont on va découvrir qu'il a une tendance autoritaire assez forte. Au nord, les Russes vont installer Kim Il-sung au pouvoir. C'est un ancien résistant communiste ayant combattu les Japonais. Il s'est par la suite rendu en URSS où il a vécu jusqu'à la fin de la guerre. De retour au pays, il prend la tête de la faction pro-soviétique du régime communiste et est vu comme un gentil communiste à manipuler par Staline. Or, la suite des événements va prouver que le premier des Kim était bourré d'initiatives. En juin 1950, les troupes coréennes bien équipées et entraînées par les soviétiques vont envahir la Corée du Sud. Les troupes de Corée du Sud sont vraiment de piètre qualité et vont se faire mettre en déroute et vont être reclus dans l'extrême sud de la péninsule coréenne. Et là, grâce au soutien des Américains, ils tiennent encore. C'est là que le général en chef américain MacArthur va décider d'un débarquement sur les arrières des troupes coréennes. Grâce à ce débarquement, les troupes de l'ONU vont pouvoir reprendre la péninsule. Et grâce à des troupes composées notamment de Français, de Belges, de Luxembourgeois, mais également de Turcs, la péninsule coréenne et Séoul va être reprise aux Coréens du Nord. Tant et si bien que la reconquête va aller jusqu'au nord de la Corée du Nord, près de la frontière mandchoue, juste à la frontière de la République populaire de Chine. À ce moment-là, les Chinois s'engagent directement et repoussent les troupes de l'ONU vers le sud du pays. Séoul est prise, perdue, puis reprise plusieurs fois. Finalement, MacArthur décide de bombardements massifs sur le nord de la Corée pour désorganiser les forces sino-coréennes. Le pays est littéralement rasé. On estime que les bombardements étaient plus intenses sur la Corée du Nord que durant tous les bombardements américains du second conflit mondial. Comme vous vous en doutez, cela laisse un profond traumatisme sur le nord de la Corée. Finalement, bien que les Américains aient un temps envisagé de faire un bombardement nucléaire sur la Corée du Nord, en 1953, un cessez-le-feu va être signé entre les belligérants. On revient à la situation ante belli.
Sauf que la nouvelle différence, c'est qu'il va y avoir cette fameuse DMZ, zone démilitarisée, qui va séparer les deux Corées autour du 38e parallèle. Et cette zone va faire 50 km de large et va être en réalité aujourd'hui la zone la plus militarisée du monde, mais va établir une zone tampon entre les deux régimes coréens. Juste après le conflit, la Corée du Nord va se développer et va trouver un nouveau leader absolu en la personne de Kim Il-sung, un leader qui sera obsédé par l'arme ultime, la bombe atomique. La Corée du Nord est au début un pays satellite de l'URSS, puis va progressivement s'émanciper. Différentes factions s'affrontent pour le pouvoir au sein du Parti des travailleurs de Corée. La faction pro-chinoise, la faction pro-russe, la faction pro-réunification et enfin la faction composée des anciens membres de la guérilla anti-japonaise. Kim Il-sung s'appuie sur cette dernière pour prendre le pouvoir et liquider les autres factions. Il fait exiler ou exécuter ses rivaux, tant et si bien qu'il est le seul chef du pays à la fin des années 60. Globalement, dans les années 60 et 70, la Corée du Nord se développe bien, car rappelons-le, elle constitue la part industrialisée de la péninsule coréenne, contrairement au sud qui est lui beaucoup plus agricole. Ainsi, grâce à l'aide soviétique et chinoise, l'industrie coréenne se développe et le niveau de vie du pays, donc de la Corée du Nord, est tout à fait correct. Et notons également qu'il y a toujours des gisements de minerais assez importants dans le nord du pays, donc au nord de la Corée du Nord, et notamment dans les montagnes. Ce développement continua jusqu'à l'effondrement des années 90, consécutif à l'effondrement du bloc de l'Est dans son ensemble. Et alors là, à ce moment-là, la Corée du Nord va tomber dans une situation de dépression économique et de famine à grande échelle. C'est dans ces années que Kim Il-sung va créer de toutes pièces une nouvelle idéologie, la doctrine Juche. En effet, la Corée du Nord va s'éloigner de l'URSS suite à une dispute avec Khrouchtchev sur une question de fidélité aux enseignements marxistes. Ensuite, après 1978, c'est un éloignement de la Chine communiste qui vient de s'ouvrir à l'économie de marché. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Xi Jinping que j'ai réalisée et qui vous explique en partie ces changements. La vidéo est dans le coin de l'écran. Pour affirmer son pouvoir en tant que puissance indépendante, le clan Kim invente de toutes pièces une doctrine idéologique autoritaire, la doctrine Juche. Celle-ci s'appuie sur plusieurs origines que nous allons découvrir ensemble. La doctrine Juche voit le jour dû à l'isolement de la Corée du Nord. Elle met l'accent sur la nécessaire autarcie du pays dans tous ses domaines, donc sur l'autosuffisance, le fait que les Coréens du Nord doivent tout produire eux-mêmes. Elle s'appuie sur l'héritage communiste, mais également sur la tradition confucéenne qui est très diffusée dans le nord et le sud du pays, dans la culture. Et c'est une tradition qui va être elle-même respectueuse des normes sociales. Cependant, le Juche, c'est également un nationalisme exacerbé, un culte de la personnalité et le totalitarisme qui aboutit à la semi-déification du leader. Tout ceci n'était évidemment pas dans la tradition confucéenne. Suite au développement du programme nucléaire, cette agressivité quand même latente, cet isolement diplomatique, la Corée du Nord va de plus en plus être sanctionnée et isolée du système financier international. Mais alors comment le régime arrive à se financer? Et ça, c'est Orbis qui va vous l'expliquer. Alors qu'on perçoit traditionnellement la Corée du Nord comme un pays pauvre dont la population affamée nous serait cachée, certains témoignages de déserteurs nuancent de plus en plus cette image. Dans la capitale, les buildings auparavant vides semblent se remplir, les cafés habituellement déserts compteraient de nombreux clients équipés de tablettes, et les routes, avant nues, se seraient parées de véhicules. Entre ça et l'arsenal dont le régime s'est doté ces dernières années, on peut se demander comment cette nation, toujours parmi les plus pauvres de la planète, a pu réaliser une telle évolution. En bref, comment la Corée du Nord fait pour gagner de l'argent? Remplir ses caisses pour la Corée du Nord, c'est compliqué. Depuis 1953, le pays fait face à de nombreuses sanctions économiques, que ce soit des États-Unis, des Nations Unies ou même de l'Union européenne. The European Union has introduced new sanctions. These new sanctions, United Nations sanctions, will invite further punishment and isolation. La stratégie des Kim pour maintenir le navire à flot, elle se base donc principalement sur le fait de contourner ces sanctions.
D'après l'historien et spécialiste de la Corée du Nord Andrei Lankov, quand la Corée du Nord n'est pas heureuse, elle suit le même schéma. Elle provoque une crise, ensuite elle propose des négociations, pour enfin obtenir des concessions. Et cette méthode, on a pu l'observer plusieurs fois. Notamment en 2000, quand les États-Unis levèrent l'embargo imposé en 1953. Les deux États étaient parvenus à un accord, la Corée du Nord devait simplement stopper son programme de plutonium, et en échange, les États-Unis devaient lui fournir du pétrole, de centrales nucléaires et aussi la levée des sanctions. En 2007 à Pékin, la Corée du Nord avait même proposé de démanteler ses installations nucléaires contre le déblocage de 25 millions de dollars. Si la Corée du Nord peut négocier ponctuellement un allègement des sanctions, elle ne pourra jamais s'en extraire complètement. C'est pour ça qu'elle possède d'autres moyens de financement moins incertains. Afin de se maintenir à flot, le régime compte aussi sur son plus grand allié. Et pour garantir la stabilité du petit pays, la Chine ne lésine pas sur les moyens. Premier partenaire commercial de la Corée du Nord, le rival des États-Unis brave régulièrement les sanctions pour le régime, en lui achetant diverses ressources, ou en l'autorisant à créer des sociétés écrans. Ces entreprises officiellement chinoises, elles permettent au pays isolé de commercer avec le reste du monde, tout en cachant son identité. Mais si cette relation est extrêmement bénéfique pour la Corée du Nord, cette situation n'est pas aussi stable qu'on pourrait le penser. À la fin de la guerre de Corée, Kim Il-sung devint un héros national. Porté par cet élan, la dynastie des Kim s'éloigna rapidement de l'emprise chinoise, notamment en s'occupant de nombreux officiers soviétiques présents dans ses rangs. La réalité, c'est que la Corée du Nord n'est plus aux ordres de la Chine depuis bien longtemps, et si elle l'aide malgré tout, c'est que la stabilité de son voisin l'arrange bien. Si le régime de Kim Jong-un venait à tomber, la Chine risquerait de devoir accueillir des millions de réfugiés dans l'une de ses régions les plus pauvres. Et tout aussi catastrophique, la chute des Kim pourrait même signifier l'avancée des troupes américaines présentes en Corée du Sud, directement à la frontière chinoise. Bureau 39. Office 39. He worked in a unit called Office 39. Behind which lies Office 39 of the Korean Workers' Party. Involved in everything that makes money. Le Bureau 39 doit être l'un des secrets les mieux gardés des Kim. C'est pour ça que la majorité des informations obtenues sur ce fameux bureau viennent presque exclusivement toutes de déserteurs qui y ont travaillé. Voilà comment le système fonctionne. Toutes les sociétés nord-coréennes qui génèrent des devises étrangères sont obligées de le déclarer au Kim. Et ensuite, ils sont tenus de reverser l'intégralité de la somme en liquide. Ce bureau, fondé par Kim Jong-il, serait le véritable moteur du régime. Il rapporterait à lui seul la moitié du PIB de la Corée du Nord. Il permet de récupérer de l'argent de multiples façons. Et la principale, c'est d'envoyer simplement des travailleurs nord-coréens dans le monde. On a différentes sortes de travailleurs. Au maximum, je pense qu'on en a 150 000. Je dirais 50 000 en Russie, un peu plus en Chine, et les autres sont disséminés dans le monde. Et ces 150 000 personnes font gagner beaucoup d'argent. La deuxième source de revenus du Bureau 39, c'est la gestion des sociétés écrans. En France ou en Allemagne, bien sûr. Dans ces pays, il n'y a pas de main-d'œuvre. La loi est trop puissante. Mais il y a de l'argent là-bas. On fait de l'achat et de la vente de biens immobiliers. Pour les louer et pour faire de la spéculation. Il suffit d'une petite banque, dans un coin reculé de Chine. Si j'y ai un compte, je peux presque tout faire, n'est-ce pas? Même si le bureau est connu pour ses activités illicites comme l'extorsion d'argent par logiciel ou le commerce de drogue, l'activité qui inquiète le plus, c'est la vente d'armes et de formations militaires. Des pays d'Afrique, jusqu'à Myanmar, où le régime militaire a récemment repris le pouvoir. Chaque contrat représente des millions, voire des dizaines de millions de dollars, récoltés par le fameux Bureau 39.
Ils font ça uniquement pour l'argent. Le problème avec les missiles balistiques, c'est que cette technologie n'a pas été fournie à tous les pays qui la voulaient. Donc les Nord-Coréens ont comblé ce vide. Cette prolifération est très alarmante. Alors, grâce à l'argent récolté, eh ben, ça va financer en fait ce régime autarcique et permettre le développement de la bombe nucléaire qui est vu comme étant le seul garant de l'existence de la Corée du Nord, qui est de fait très isolée diplomatiquement. C'est comme ça qu'ils vont avoir l'argent pour développer ce programme nucléaire malgré les sanctions. Cependant, vous vous doutez bien que malgré la doctrine Juché et tout ça, malgré le fait d'être communiste, personne ne veut donner la bombe atomique aux Coréens. Et finalement, ce ne sont pas les Soviétiques ou bien les Chinois qui vont leur donner. C'est grâce à l'initiateur du programme nucléaire pakistanais, à qui ils vont acheter les plans de la bombe atomique, que la Corée du Nord va réussir à développer son propre programme nucléaire. Alors les Soviétiques, par exemple, vont refuser de leur livrer les secrets de la bombe, mais vont quand même leur donner une petite centrale nucléaire sur laquelle les Coréens vont se faire progressivement la main et apprendre à maîtriser ces technologies. Kim Il-sung meurt en 1994 et c'est son fils, Kim Il-sung, qui lui succède. Ce dernier est un arriviste, c'est l'ancien chef du bureau 39 qui était en charge du financement du régime, donc c'est lui qui notamment faisait la supervision du trafic d'héroïne dans les années 70-80. Se préparant à donner également le pouvoir à son fils, décida de préparer son fils cadet, Kim Jong-un, à devenir leader du pays. Le petit Kim Jong-un est envoyé suivre une éducation en Suisse. En effet, son père souhaite le protéger de la pression coréenne et surtout d'un éventuel assassinat. Kim Jong-un est un homme apprécié par ses camarades suisses dans son école privée. Là-bas, il se passionne pour le sport, surtout le basket. C'est difficile à s'imaginer, mais il avait à l'époque un physique plutôt athlétique. Ainsi, personne ne connaît cet héritier, même ses collègues suisses pensent que c'est un riche asiatique et rien de plus. En effet, Kim n'apparaît jamais en public en Corée du Nord. Né en 1984 de l'une des nombreuses maîtresses de son père, Kim Jong-un passe donc son adolescence en Europe dans les années 90. Finalement, son père commence à sentir la fin arriver et c'est pour ça que à la fin des années 2000, il le fait revenir en Corée du Nord et en 2011, on le voit apparaître aux côtés de son père quelques mois avant la mort de celui-ci en décembre 2011. Et alors là, donc Kim Jong-un devient le plus jeune dirigeant de la planète à 27 ans. On l'imagine progressiste grâce à son éducation européenne et on se prend même à rêver d'un développement économique capitaliste de la Corée du Nord. Flanqué de son oncle Jong Song-taek, partisan d'une ouverture à la chinoise, eh bien Kim Jong-un apparaît comme étant un dirigeant assez progressiste dans les médias du monde entier. Il se présente en public avec sa femme, il parle anglais. De plus, en 2012, il indique vouloir renoncer aux tirs nucléaires et balistiques. Mais en fait, Kim est un dur parmi les durs, un vrai conservateur. En 2013, il fait buter son oncle, le progressiste. En 2015, il entame une purge qui est encore en cours aujourd'hui. Purge qui va culminer en 2017 avec l'assassinat de son propre frère, Kim Jong-nam, à Singapour, par des agents spécialisés nord-coréens. En 2015, les essais de tirs balistiques vont reprendre et en 2016, les essais nucléaires qui vont aboutir à la nouvelle bombe nord-coréenne. On peut donc dire que Kim Jong-un est tout sauf un modéré et est même pire que son père. Sous son règne, le pays réalise plus d'essais nucléaires et balistiques que durant les mandats de ses deux prédécesseurs. Kim décide très clairement d'accélérer la recherche nucléaire, ceci étant renforcé par les gisements naturels d'uranium du nord du pays. De plus, il continue la stratégie du chaud et du froid avec ses ennemis. Il menace les USA d'un bombardement nucléaire, ce à quoi Trump répond par un discours aujourd'hui mythique à l'Assemblée générale de l'ONU, où il traite Kim de Rocketman et promet à la Corée du Nord un anéantissement proche s'il continue leurs menaces. Rocketman is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able. Pour autant, ceci aboutit à des avancées qu'on a pu penser positives.
la rencontre entre Kim et le président de la Corée du Sud pour faire avancer la paix en 2018, le passage de Trump sur le territoire nord-coréen et finalement le sommet USA-Corée du Nord de Singapour en 2019. Néanmoins, Kim fait comme d'habitude. Il exige une levée totale des sanctions pour arrêter son programme nucléaire. Ceci est évidemment refusé par les USA et les atermoiements reprennent. Finalement, Trump quitte la Maison-Blanche début 2021 et Biden entre en scène. Maintenant, moi je souhaite qu'on aborde deux points qui sont une contradiction majeure dans le régime communiste coréen. Ils se disent communistes, partisans de la révolution, mais eux-mêmes sont extrêmement corrompus. Le régime nord-coréen, c'est Kim Jong-un obsédé par ses objets de l'apparence du pouvoir, par ses Rolls-Royce, par ses vins de luxe. C'est vraiment quelqu'un qui utilise tous les codes de la réussite néolibérale. Et ensuite, l'orientation criminelle de leur politique économique est une contradiction majeure avec l'idéal communiste. En fait, les Kim sont des arrivistes. Ce sont des gens qui utilisent leur despotisme pour s'enrichir personnellement, profiter de la vie, tout ça pendant qu'une partie, encore aujourd'hui, de la Corée du Nord vit sous le seuil de pauvreté et que la famine touche encore plus d'1 million de personnes là-bas. Donc voilà, il faut pas se leurrer sur le régime de la Corée du Nord. C'est un régime communiste largement dévoyé. Ainsi, Kim Jong-un est un homme au train de vie hallucinant. On estime ses dépenses luxueuses à environ 4 ou 5 milliards de dollars depuis sa prise de fonction. Il est vraiment addict au luxe, aux bons alcools, aux grosses caisses, aux PC ultramodernes, etc. Éléments qui sont ensuite redistribués à la classe de privilégiés du pays qui bénéficie d'un accès à Internet. Pour un communiste, notre ami Kim Jong-un ressemble vraiment à un néolibéral, surtout quand il s'affiche dans une Rolls-Royce fantôme flambant neuve. Mais dites, la Corée du Nord n'est-elle pas censée être victime de sanctions internationales qui empêchent quasiment tout commerce avec le pays? Alors, comment Kim Jong-un peut se payer une Rolls-Royce fantôme et l'importer en Corée du Nord? Comme vous l'a expliqué Orbis, la Corée du Nord poursuit des activités quand même largement illégales ou illicites pour se financer. Sous Kim Jong-un, ce programme de souveraineté criminelle, comme il est appelé, va continuer et même s'accentuer. Trafic de drogue qui cette fois-ci ne prend plus uniquement la forme de trafic d'héroïne mais également le trafic de méthamphétamine qui vont être distribués dans toute l'Asie grâce au réseau des yakuza japonais et des triades chinoises qui sont des alliés du régime de la Corée du Nord, trafic d'armes au Yémen ou encore en Afrique, trafic de faux billets, trafic de faux dollars pour être précis. On pense même qu'une partie de ces faux dollars est aujourd'hui écoulée par l'État islamique en Syrie. Donc c'est vous dire les antennes, ils sont prêts à s'allier aux terroristes, quoi. Ensuite également des nouvelles activités de piratage et de hacking, c'est l'orientation technologique du régime, preuve qu'on a accès à Internet quand on est hacker. Et par exemple, je citerai le piratage de la banque centrale du Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde, qui va être piraté par la Corée du Nord, qui va leur voler 80 millions de dollars dans leur banque centrale. Sous les Kim, finalement, la Corée du Nord vit plusieurs périodes. Il y a eu une période de développement, de relatif développement, des années 60-70. Sous Kim Jong-un, il y a effectivement un développement relatif qui profite en réalité à 10-20% de la population maximum, et donc notamment à Pyongyang, la capitale se modernise, mais le reste du pays reste très pauvre, il suffit de voir les documentaires sur ça. Donc, effectivement, le développement économique du pays est un échec et même Kim Jong-un l'a reconnu lors d'un congrès en 2021. Cependant, on peut mettre à son crédit qu'il a réussi à établir la Corée du Nord comme étant une puissance nucléaire et balistique et donc il a assuré la survie du régime à court et moyen terme. Donc dans son optique à lui, c'est une réussite. Également, il a dit qu'il était partisan de quelques ouvertures économiques, mais je pense qu'elles seront très minimes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre la main. Le fait que la Corée du Nord soit à ce point-là un état délinquant, le pays reste isolé sur la scène internationale, reste vu comme un état voyou, et ça, bien qu'il y a de plus en plus de touristes qui vont en Corée du Nord, cette image-là n'a pas encore changé. Et moi, si vous voulez mon avis pour l'avenir, je pense que Kim Jong-un ne vivra pas très vieux, il a de nombreux problèmes de santé, d'ailleurs comme c'est son père.
Et je pense qu'il vivra pas très vieux, mais je pense qu'à court terme, en tout cas, la Corée du Nord va continuer d'exister, même à moyen terme. À long terme, je ne sais pas. On ne sait pas dans 20, 30, 50 ans, qu'est-ce qu'on en sait. Mais moi, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que la Corée du Nord, aujourd'hui, est un État viable? Que sans cet État un peu... Enfin, finalement, est-ce qu'on peut continuer à être un État voyou comme ça pendant longtemps, sans avoir de conséquences pour la survie même de son État? Et alors, moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Et si un jour, il devait y avoir un changement de régime, ou si Kim devait être renversé, qui vous pensez qui pourrait le faire? Quelle faction, selon vous? Est-ce que ce serait les pro-chinois? Est-ce que ce serait la Chine, par exemple, qui pourrait se charger de ça? Dites-moi en commentaire votre avis. En attendant, je vous rappelle, allez voir ma campagne Nietzsche, elle se termine à la fin du mois. Allez nous lâcher un petit financement pour réaliser ce documentaire exceptionnel sur Napoléon Ier et l'héritage napoléonien. Je vous invite également à vous abonner. C'est ça qui fait grossir la chaîne. Et à partager cette vidéo. C'est ça également qui me permet d'avoir plus d'audience et de réaliser des projets toujours plus ambitieux et toujours plus beaux. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Orbis. Et ciao!